Ok. Alors, du coup, très récemment, une actualité qui a traversé tous les réseaux sociaux, c'est la création du DOGE, Department of Government of Efficiency, créé par Trump, qui va être administré par Elon Musk et également par Vivek Ramaswamy. Je crois que c'est un milliardaire de la tech, d'ailleurs, qui s'est lancé dans la politique. Alors, pourquoi est-ce que ça a défrayé la chronique? C'est que pour la première fois, il s'est passé deux choses. Déjà, de un, il y a eu une vraie question sur l'efficacité des dépenses et l'efficacité du gouvernement fédéral à justement utiliser ses dépenses, à utiliser ses recettes pour après les dépenser. Et le second point, qui est très certainement le plus important, c'est que c'est pas n'importe qui, c'est pas un énième politicien qui va venir gérer ce département. Ça va être un homme, un entrepreneur de la tech que tout le monde connaît, Musk, qui est extrêmement connu pour réduire drastiquement les dépenses et faire en sorte que tous les process soient le plus optimisés possible pour obtenir les meilleurs résultats. J'aimerais bien qu'on aborde dans ce podcast, Alex, 3 points. Le premier, c'est le rôle d'Elon Musk dans ce nouveau département et en quoi ça peut laisser envisager des résultats assez intéressants. Deuxièmement, est-ce que finalement ce Department of Government of Efficiency qui est présenté par Vivek comme le nouveau projet Manhattan, est-ce que finalement ce ne serait pas le top départ d'un nouvel âge d'or pour les États-Unis? Troisièmement, est-ce que toi qui deal quand même et qui traite avec pas mal de fonctionnaires, avec des mairies en France, est-ce que tu ressens, parce que généralement on parle du ressenti des investisseurs étrangers vis-à-vis de la France, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si les fonctionnaires français commencent à flipper. Parce que c'est cette idée de département d'efficacité gouvernementale, finalement, elle a fait le tour de tous les pays occidentaux. Ça fait débat en France. Alors, la culture est totalement différente, mais peut-être que si jamais c'est une réussite, c'est un succès, peut-être que ça pourrait arriver en France et ça pourrait avoir des résultats assez drastiques. Ok, écoute, j'ai bien compris du coup tes 3 questions. On va commencer par la première. Donc, l'implication de Elon dans le DOGE. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, le sujet, c'est Elon, il a quand même pas mal de trucs à faire. Je crois, tu vois, il gère quelques boîtes dont tout le monde connaît le nom, on va pas le rappeler. Donc, j'ai du mal à voir comment il peut être comme un politicien classique, on va dire, tous les matins aux affaires. D'où le fait qu'à mon avis, ce soit une paire avec Vivek. Vivek qui, lui, faisait partie de l'équipe de campagne, qui, du coup, est full-time sur les affaires politiques, sur les affaires du pays. À mon avis, la manière dont ça va fonctionner, c'est Elon va donner des grandes orientations et va bosser avec Vivek parce qu'il a l'habitude de couper dans les boîtes. Hein. On a vu le côté très efficient qu'a Tesla. On a vu le côté très efficient qu'a SpaceX ou avec, entre guillemets, à l'échelle de la conquête spatiale avec des bouts de ficelle, il a quand même fait mieux que tout le gouvernement des États-Unis. Et puis surtout, on l'a vu avec Twitter récemment, où il a dégommé complètement l'inefficience qui régnait dans la boîte. Et encore l'inefficience qui régnait chez Twitter, qui était une boîte tech cotée, licorne, tout ce que tu veux, devait être toute relative. Quand on parle d'inefficience, ça devait être déjà relativement efficient par rapport à un gouvernement. Hein. Enfin, il faut quand même être clair. Donc, pour rappel, Twitter, c'est 80% des effectifs qui ont été licenciés. Et depuis que Musk a repris le contrôle, alors certes, les revenus se sont effondrés, mais les causes pourraient être différentes. Mais surtout, on n'a jamais eu autant de nouvelles fonctionnalités que sur l'application. Alors, c'est ça. Il y a un truc quand même à garder en tête, c'est que autant Tesla et SpaceX, c'est assez facile de voir les gains qu'il a mis en place. Bon, déjà, Tesla, parce que c'est public, donc tu as tous les comptes, tu as tout ça. SpaceX, on voit les bénéfices de sa stratégie. Aujourd'hui, Twitter, les bénéfices de sa stratégie ne sont pas hyper clairs. Oui, on a beaucoup de fonctionnalités. Oui, l'appli est quand même hyper dynamique. Oui, l'appli a joué un rôle important dans l'élection et ainsi de suite. Ceci dit, cependant, on n'a pas les comptes. Apparemment, il y a une chute drastique, comme tu l'as très bien dit, des revenus. Il y a quand même beaucoup de gens qui partent. J'aimerais voir la réalité, parce que quelque part, le nombre de fonctionnalités publiées, c'est très important, c'est très bien.
Mais si c'est au sacrifice de la moitié ou des trois quarts du revenu, c'est quand même un problème pour l'entreprise à moyen terme. Aujourd'hui, j'arrive pas à avoir de vraie visibilité. On ne sait pas exactement combien ils gagnent, on ne sait pas exactement quel est le ratio par employé, quel est le ratio par utilisateur. Apparemment, la valorisation de la boîte aurait été divisée par je ne sais pas combien. Mais tout ça, c'est quand même très compliqué d'avoir des chiffres clairs dans une période où… D'après ce que j'ai lu, c'est plus par idéologie que les revenus ont diminué. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Pas tant dans l'efficacité, dans les nouvelles features qui auraient déplu à la majorité des utilisateurs. C'est plus parce qu'une grosse partie de la gauche et l'extrême gauche se sont dit, donc médias compris d'ailleurs, se sont dit, OK, let's go, on va ailleurs, on va sur Blue Sky et on va sur Thread. Ouais, c'est pour ça que comment dire, je reste hyper prudent, si tu veux, sur ces chiffres-là et c'est difficile de savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec 20% des effectifs, la boîte tourne toujours. L'appli n'a pas planté. Enfin, tu vois, le business continue de tourner. Ça déjà, c'est une certitude. Bon. Donc, on peut se dire raisonnablement qu'il va appliquer les mêmes méthodes et que du coup, Vivek, en tant que, on va dire, opérationnel, enfin, tu vois, un peu CEO, quoi, Vivek va faire appliquer tout le truc. Et va, je suppose, aussi réfléchir aux questions. Hein. Le mec est brillant, donc ça, il n'y a pas de sujet, mais il va faire avancer la machine. Donc, à mon avis, voilà comment moi je vois le découpage de l'équipe. Mais avant toute chose, mettre Elon Musk à ce poste-là, c'est aussi une décision marketing. C'est aussi un moyen d'envoyer un message en disant on met à la tête de ça quelqu'un qui l'a déjà fait ailleurs, qui sait de quoi il parle. Et un des grands reproches de la politique, que l'on fait à la politique, c'est de mettre des gens qui ne sont pas des gens des métiers, qui ne sont pas des gens de ce que Macron avait appelé la société publique, machin. Et donc, il faut, à mon avis, prendre ça aussi comme un marqueur marketing, comme un marqueur de communication en disant on met le mec qui s'y connaît le mieux à la tête de sa problématique de prédilection. C'est envoyer un message important à tout le monde. C'est envoyer un message important au reste de, on va dire, de l'opinion publique. Et c'est envoyer un message important de dire Elon Musk, quand je le fais monter dans ma campagne il y a 3 mois, c'est pas juste pour avoir un donateur et c'est pas juste pour comment dire, pas juste pour rallier ses fans à ma cause. C'est parce que je crois vraiment en ses idées, je crois vraiment en ses capacités, je crois vraiment en son savoir-faire et ça c'est important. Tout ça, c'est des messages forts envoyés, comme les autres qui sont nominés. Robert Kennedy qui va être nominé à la santé, c'est sûr a priori. C'est un choix fort. C'est un choix très très fort. Tulsi Gabbard, ou j'espère prononcer correctement le nom, mais Pourquoi c'est un choix fort, Kennedy? Pardon? Pourquoi est-ce que c'est un choix fort, Kennedy, à la santé? Ouais, parce qu'il était quand même anti-vax, qu'il a dit que le gouvernement entier se foutait la gueule des Américains, machin. Alors certains disent que c'est une théorie du complot. Peut-être, c'est pas le débat de savoir s'il a raison ou pas. Mais le nommer, ne serait-ce que le nommer en tant que ministre de la Santé, c'est un choix fort. C'est de dire on va bloquer Big Pharma. On va mettre Big Pharma sous pression. C'est un message fort envoyé, qu'on le veuille ou non. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un autre sujet, mais c'est un message très très fort envoyé. Et donc, depuis le début, les gens nominés, ce n'est que ça. Ce n'est que des messages envoyés. Il a sorti le directeur de la CIA. Apparemment, le mec de la SEC, Gary Gensler, je crois, hein, je ne sais pas si l'info était vraie, je l'ai vu hier soir avant d'aller me coucher, mais apparemment il a sauté. En plus, il y a une plainte des mecs parce qu'il a trop régulé les cryptos et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est fait en ce moment, et donc le Doge en est le truc médiatique le plus visible, mais tout le reste est fait de manière à envoyer un message clair qui est le monde est en train de changer, les États-Unis sont en train de changer, et tu l'as dit, c'est ta deuxième question, est-ce qu'on est à l'aube d'un nouvel âge d'or des États-Unis? J'en ai aucune idée. Par contre, c'est le message qui est envoyé et c'est le plan. Le plan, c'est on va relancer les États-Unis sur la scène internationale, on va refaire des États-Unis une place forte, on va refaire, c'est le slogan, hein, c'est ce qu'il dit depuis le début, on va make America great again, c'est tout le sujet. Et donc ce sujet,
s'incarne dans des mecs comme Musk, s'incarne sur d'autres sujets, sur des mecs comme Kennedy, s'incarne sur, enfin plus lui-même évidemment, et à mon avis va s'incarner, on n'a pas encore tous les ministres, entre guillemets, mais va s'incarner sur l'ensemble des ministres. J.D. Vance, le vice-président qui a 6,5 bitcoins, tout ça, c'est des signaux, des petits signaux envoyés en disant maintenant, dynamisme économique, on va de l'avant, on arrête les conneries et surtout, on arrête. Personne ne nous fait peur. C'est le fameux establishment. C'est le fameux, ce que Trump appelle drain the swamp et tout ça. C'est-à-dire, on va couper ceux qui, selon lui, profitaient du système. C'est ça son grand projet. C'est-à-dire, on va taper dans le système. Parce que le système n'est pas là pour aider les gens. Le système est là pour s'auto-reproduire. On va taper dans le système. Quand tu enlèves le mec de la CIA, que tu commences à critiquer le patron du FBI, que tu enlèves le mec de la SEC, tu n'enlèves pas que des ministres et les politiques, tu enlèves des administratifs. Tu enlèves des mecs importants du système. Et il est élu depuis une semaine. Et il en est à encore 1 mois et demi, 2 mois de rentrer en vraie fonction. 2 mois d'entrer en fonction. On en est à 1 semaine et on a déjà tout ça. Donc, je n'ose imaginer ce qui va se passer dans les 2 prochains mois et je n'ose imaginer ce qui va se passer à partir du moment où il va rentrer in office, comme ils disent, pour de vrai. Je pense que là, contrairement à la première fois où il avait porté un projet plus libéral et tout ça, je pense que là, il est là pour taper dans le gras, quoi. Vraiment. Comment tu expliques que... Comment tu expliques en off, on disait de manière très claire que il fallait que les conneries s'arrêtent, notamment en termes de dépenses. Ouais. Comment tu expliques que certains politiciens, certains partis politiques ont alimenté toutes ces bêtises, toutes ces conneries? Est-ce que, et c'est une vraie question que je pose, est-ce que c'est un biais idéologique que l'on peut avoir ou est-ce qu'il y a une réalité factuelle? Et dans ce cas-là, comment des personnes intelligentes, parce qu'au bout d'un moment, c'est des personnes qui ont un nombre de QI, ont pu perpétuer toutes ces bêtises au fur et à mesure des années, voire des décennies? Qu'est-ce qui peut expliquer ça, à part des intérêts individualistes? Moi, il y a 3 choses, je pense. Ton QI, déjà, tu dis ça, mais ton QI ne te sert qu'à analyser des situations. C'est ta capacité analytique, si tu veux. Mais quand tu es, comme tu l'as dit, tu as des biais culturels, tu as des biais idéologiques, et que tu as été élevé dans un environnement où on te raconte une histoire, ton QI et toute ta matière grise ne te servent qu'à faire des calculs à l'intérieur de cette matrice. C'est très difficile d'en sortir. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de culture, de philosophie, et ainsi de suite. Et ça, c'est très difficile. Et ça, c'est extrêmement compliqué de s'extraire on va dire, de s'extraire d'une réalité culturelle. Parce que, mine de rien, même si on pense que c'est faux et qu'ils se sont trompés, ça en reste pas moins une réalité culturelle. C'est-à-dire que la majorité, et pendant longtemps c'était ça, la majorité culturelle te disait c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ça devenait, par prophétie autoréalisatrice, une réalité. La preuve, les médias le disent, l'État le dit, tes professeurs te le disent, et ainsi de suite. Donc, ça devient une forme de réalité. Parce qu'on débat pas assez de la réalité. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, quand elle est en maths ou en physique, c'est facile. La gravité, sur Terre, ça existe. Point. L'herbe, elle est verte. Point. Parce qu'on a défini ce que c'était vert entre nous. Mais voilà. Par contre, quand on parle de politique, d'idéologie, et qu'on te dit non, mais ça, c'est la réalité. Non, on discute de concepts que nous avons collectivement définis comme étant la réalité. Après, il y a des réalités budgétaires. Quand on voit que la France est en déficit budgétaire de 6,6% par rapport à son PIB, alors que c'est le numéro 1 en impôts, et qu'ils veulent encore augmenter les impôts, et qu'en face de ça, l'Irlande, je crois qu'ils sont à 3,2% d'excédent budgétaire, alors que c'est le pays d'Europe avec le moins d'impôts, ils sont à 15%. Il y a des réalités mathématiques là-dedans. Et c'est ça qui vient, si tu veux, de confronter. C'est ça qui vient confronter. Enfin, c'est ça qui crée la période dans laquelle on est. Parce que tant que tu les regardes pas trop, ou que le problème est pas trop grave,
Tu restes dans ta réalité culturelle. Et un jour, il y a les calculs qui arrivent et tu te dis, merde, ma réalité culturelle, elle a un problème. Et là, tu as un choc des réalités. Et c'est ça dans lequel on est aujourd'hui. C'est un choc des réalités. C'est un choc d'une réalité culturelle communément admise pendant très longtemps, avec une réalité factuelle en termes de chiffres, qui peut être discutée, parce que certes, les chiffres sont vrais, mais pour autant, est-ce que les solutions à ces problèmes de chiffres sont les mêmes? Tes réalités culturelles reviennent sur le devant de la scène. Et donc, c'est pour ça, donc, il y a un premier truc qui est ça. Il y a un premier cadre culturel. Et je pense qu'on est dans ce choc actuellement. Deux, tu as quand même des intérêts. Tu as quand même des intérêts particuliers. Et quand aujourd'hui, tu es un cadre, je ne sais pas, du Parti socialiste, par exemple, tu vois, c'est difficile d'aller dire à tous les autres, non mais vous avez tort, vous êtes des cons, en fait, je pense l'inverse. Tu sais que tu vas perdre ton job. C'est normal. Si tu ne te rallies plus à l'idée de la tribu, qu'il y ait d'autres partis qui se créent et qui défendent d'autres idées, c'est un autre truc, et ça, c'est peut-être la défense de la démocratie, mais à l'intérieur de ton parti, si tu commences à dire n'importe quoi, que tu as 30 piges, que tu es, toi, on va dire, milieu de liste, c'est-à-dire que tu n'es pas un des top mecs du parti, tu n'es pas tout en bas, mais tu es en train de monter et machin, tu n'as aucun incentive personnel à changer ça. D'ailleurs, regarde l'équipe de Trump. Ce n'est que des mecs, Trump, Elon, Vivek, qui sont des anciens entrepreneurs, et s'ils ne sont pas élus, ils n'en ont rien à branler, ils ont de la thune pour vivre jusqu'à la fin de leur jour. Et donc, ils portent un message qui est différent parce qu'ils sont moins, entre guillemets, inféodés au système. Et donc, eux peuvent ne pas avoir ces intérêts-là. Ils peuvent en avoir d'autres. Hein. Attention, il faut rester quand même dans la prudence. Surtout Elon Tout Musk. n'est pas bien. Surtout Elon Musk, qui pour le coup, à mon avis, va Oui. réussir à avoir pas mal de contrats publics pour SpaceX, va réussir à pas mal déréglementer très certainement le marché des véhicules électriques. Mais là où à l'inverse aussi, il en a vachement pâti à l'époque de l'administration Biden. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait un rassemblement des constructeurs de véhicules électroniques il y a quelques années sous l'administration Biden. Et le seul qui n'a pas été invité, c'était Tesla. Alors que c'est le seul constructeur 100% électrique. Ouais. Non, mais c'est là où, si tu veux, et donc, évidemment, tout le monde pâtit, donc tout le monde a ses intérêts, machin, il n'y a aucun truc parfait. Mais en tout cas, ils n'avaient pas l'intérêt de maintenir un poste dans une organisation politique. Celui-là, ils ne l'avaient pas. Et donc, de fait, ils peuvent dire un peu ce qui leur passe par la tête, ou ce qu'ils veulent. Et ça permet aussi finalement de restaurer la confiance des citoyens vis-à-vis des politiques. Oui. À une époque où on voit que c'est en train de s'effondrer, tout comme la confiance des citoyens vis-à-vis des médias. C'est vraiment des acteurs qui viennent de d'autres industries ou alors avec d'autres manières de faire, qui arrivent à récupérer cette confiance qui est perdue par les acteurs traditionnels, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, que ce soit aussi ce serait intéressant, la même chose à la santé d'ailleurs. Bon, l'impact est différent quand même, mais je sais que à mon avis, le grand public est quand même assez méfiant de l'industrie pharmaceutique, de Big Pharma. Ce serait intéressant de regarder les différentes industries qui aujourd'hui sont en perte de confiance totale vis-à-vis des citoyens et voir si on ne peut pas arriver et les disrupter avec une nouvelle manière de faire, Clairement. avec de nouveaux acteurs. Et donc, si tu veux, donc voilà. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il y a ces deux grands courants, on va dire, qui cachent le truc. Et puis, troisième et dernier que je citerai quand même, c'est le fait que quand quelque chose fonctionne à peu près, quand je dis fonctionne à peu près, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de déficit, mais ça veut dire que tous les matins, tu ne te lèves pas en disant, tiens, la France est effondrée, au sens réel du terme. Tu vas à Auchan, tu fais tes courses, tu n'auras pas de problème. Tu veux demander un passeport pour partir à l'étranger, tu n'auras pas de problème. Ton électricité augmente un peu, oui, mais une grande partie de la population voit un État qui continue de fonctionner. Les chiffres disent quelque chose, mais au quotidien, quand tu te lèves le matin, il n'y a aucun moment où tu vas au Carrefour à côté de chez toi et tu ne peux plus acheter de bouffe. Ça n'existe pas ou c'est extrêmement rare dans des cas très précis. Enfin, voilà. Donc, quand il y a quelque chose qui tient encore, l'incentive à le changer est faible et les gens ont potentiellement peur de faire une connerie. Donc, tu n'es pas comment dire, tu n'as pas forcément beaucoup d'incentive à être celui qui change le truc.
Donc, avec ces trois biais-là, ben nous, dans la plupart des pays, tu le fais pas. Et aux États-Unis, ils ne le faisaient pas jusque-là. Il a fallu qu'il y ait des gens complètement nouveaux et surtout des crises répétées et donc, comme tu l'as dit, des manques de confiance, des défiances de plus en plus grandes pour qu'un groupe d'individus se dise tiens, et si c'était le moment? Parce que, en effet, plus là, quand même, plus on avance, plus on se rend compte qu'on va dans le mur. Bon, alors, du coup, les fonctionnaires français, comment ils Non, réagissent par rapport à ça? je peux pas te dire parce que c'est impossible. Enfin, moi, je peux pas avoir une discussion avec eux sur ce sujet. Autant avec des investisseurs, c'est très open. Autant avec l'administration, je peux absolument. Enfin, très honnêtement, je peux pas te répondre parce que je le sais pas. Je le sais pas, et je pense que beaucoup sont quand même convaincus qu'il y a certains problèmes. Ceci dit, ben, en effet, tu vas jamais mordre la main qui te nourrit. Donc, je pense que c'est compliqué, si tu veux, pour l'administration, de manière générale, hein, de se retourner et de regarder sur elle-même. Par contre, je pense que beaucoup de fonctionnaires, quand même, sont conscients et sont de plus en plus conscients que si on continue comme ça, on risque d'avoir un problème budgétaire. Et Les gens sont pas, il faut pas, faut surtout pas penser que parce que les gens sont fonctionnaires ou quoi, ils sont aveugles, hein. Il reste, tu t'en doutes bien, des individus comme toi et moi qui réfléchissent et qui sont pas inféodés au truc. Quand ils voient les chiffres, euh, c'est très difficile de citer ça. Mais j'ai la chance de discuter avec des gens, certaines personnes fonctionnaires dans le domaine économique, dans de très grandes institutions, qui comprennent les projets et qui comprennent parfaitement les sujets, pardon, et qui comprennent parfaitement les problèmes auxquels on est en train de faire face. C'est juste très, très dur mécaniquement de faire bouger la machine. Personne, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a, mais beaucoup de gens ne sont pas dupes, en tout cas, et comprennent que les problèmes budgétaires qu'on rencontre, s'ils ne sont pas adressés de la meilleure des manières, risquent à un moment ou à un autre de poser un vrai sujet. mais en fait, c'est tout le problème. Parce que les problèmes budgétaires, ils sont adressés, mais ils sont adressés de manière lâche. Je lisais un article hyper intéressant des Échos, je crois, il y a quelques jours, hein, qui disait que la vraie difficulté, c'est que peut-être qu'une grande partie des politiciens aujourd'hui, des personnes qui nous représentent, ont sont en fait lâches, tout simplement. Et qui, pour eux, on règle des problèmes budgétaires en attaquant le levier le plus simple qui est on va taper sur les riches, on va taper sur les méchants chez votre entreprise et surtout, on ne va pas réduire les dépenses. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des centristes, des sénateurs centristes, là qui ont proposé hier, je crois, au tiers, de passer de 20 à 22% la TVA. Ok. Euh, donc, tu vois où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ah, mais Alors que le budget, quand même, vient d'être refusé, Dieu merci, à l'Assemblée nationale, un budget qui était délirant, qui était avec pas mal d'amendements de LFI, on est quand même dans cette matrice de pensée qui est de dire que finalement, la seule solution, c'est eh bien d'aller vers la solution la plus simple qui on continue à augmenter, on continue à augmenter, on continue à augmenter. À quel moment est-ce que... Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une autre personne dont j'ignore le nom, qui a rappelé le pacte entre l'État et les citoyens vis-à-vis de l'impôt, en considérant qu'au bout d'un moment, l'impôt ne sera juste plus accepté et qu'il existe peut-être un monde où les citoyens refusent. Tout simplement dire, au bout d'un moment, c'est trop. On refuse que nos impôts puissent être servis à ça, ou on refuse de continuer à être prélevés. Je crois qu'en France, les impôts représentent 46% du PIB. 46,7% du PIB. c'est vrai, Ouais. c'est un problème, en effet. Je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais je ne l'avais jamais vu. Mais c'est un vrai problème. Mais c'est parce que, en fait, ce qui est sûr, par contre, à mon humble avis, c'est que l'État, la machine de l'État en elle-même, coûte trop cher. C'est pas l'éducation ou la santé. C'est là qu'à mon avis, les gens font une erreur.
La question, c'est pas de moins rembourser les soins, de moins dépenser sur les remboursements. C'est qu'on n'a pas besoin de 80 000 personnes pour rembourser les trucs. Ce qui est le problème, c'est la machine de l'État. C'est son fonctionnement. C'est le fait qu'il y ait 6 postes pour résoudre une problématique. Il est là le problème. Il n'est absolument pas, à mon avis, dans le modèle français. À mon avis, le modèle français est une vraie chance. Il faut continuer à rembourser la santé des gens. Parce que ça veut dire que tu vis bien. Et quelque part, l'objectif d'un État, c'est de permettre à ses citoyens de vivre bien, de gérer pour le compte du peuple souverain le fonctionnement du pays. C'est ça l'État. De te défendre en cas de problème, d'organiser l'économie et de laisser à chacun la possibilité de se réaliser et d'être heureux. Enfin, je veux dire, théoriquement, je veux dire, si on fait un peu de philosophie, fin de l'histoire. Maintenant, le problème, c'est que l'État est devenu un business à part entière, avec des gens qui défendent ce business, puisqu'ils dépendent de ce business, parce qu'ils sont payés par ce business, parce qu'ils sont chouchoutés et dorlotés par le business. Et pourquoi pas que l'État prenne soin de ses employés? Très bien. Ils doivent montrer l'exemple. Très bien. Est-ce qu'on doit rembourser les gens parce qu'on a un modèle français qui est bien? Oui, je pense. Est-ce qu'on doit permettre, grâce au chômage, de lisser, tu vois, l'arrivée des problèmes? Oui, parce qu'en plus, c'est bénéfique pour notre consommation et le fait qu'il n'y ait pas tu vois, des grands pics dans l'attractivité française et ainsi de suite. Oui, tout ça, c'est des trucs hyper importants. Par contre, et c'est là où le Doge est hyper intéressant aux États-Unis et où j'espère qu'on aura quelque chose de cet ordre-là en France, c'est d'auditer l'efficacité de l'État. Pas juste d'auditer ses comptes. Facile d'auditer des comptes et de dire oui, on perd de l'argent, mais on en a besoin parce qu'en fait, on a X milliers de personnes qui travaillent dedans. La question, c'est ils font quoi, les X milliers de personnes? Tu vois, le fameux What did you get done this week? Ils font des rapports. Ouais, on n'a pas besoin de rapport en fait. On a besoin que quand tu t'es fait opérer des dents, tu sois remboursé. Que quand, en plus, c'est un mauvais exemple, tu es très mal remboursé pour les dents. Que quand tu es fait je sais pas quoi, tu sois remboursé. C'est ça le sujet. Peut-être, j'en ai aucune idée, hein, mais je serais ravi un jour de prendre le temps de creuser à l'intérieur de ça. Peut-être que tu peux découper de 1/3, 2/3 le nombre de personnes qui bossent dans l'État et qui auraient la même qualité de service Non, mais c'est sûr. à 2 fois moins cher. Il suffit juste de regarder pas mal de fonctionnaires, malheureusement, dans les mairies. Aujourd'hui, pas mal de leur travail pour être ne serait-ce qu'automatisé par l'IA. Je ne parle même pas d'autre chose, hein, c'est pour être fait de manière 100% automatisée par des robots. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est un tabou enfin, c'est un tabou. Pour En fait, beaucoup de personnes. il y a l'efficacité et il y a aussi le laxisme vis-à-vis de ces personnes qui travaillent. Finalement, c'est un peu le même sujet. Ouais. Il y a l'efficacité de leur travail et aussi le fait qu'on leur demande de rendre très peu de comptes. Je ne sais pas si tu as suivi le mini scandale sur la mairie de Paris, les fonctionnaires, les agents de Ouais. Paris. Enfin, j'ai moyennement suivi, mais je vois à quoi tu fais référence. En gros, c'est très simple. Il y a une data qui est sortie qui montrait que le taux d'absentéisme dans le privé, je crois qu'il était à 11,5 jours par an, quelque chose comme ça. Le taux d'absentéisme dans le public, de manière globale, je crois qu'il est à 15 et quelques jours par an. Et le taux d'absentéisme à la mairie de Paris, il est à 34 ou 39 jours par an. Bon. Et du coup, il y avait la grosse question de, OK, comment ça se fait? Et en plus, c'est des dizaines et dizaines de milliers de personnes qui bossent là-bas. Je crois qu'on s'approche des 70 000. Comment ça se fait qu'on en arrive à là? Et c'est là de manière assez large. Comme tu l'as dit, il y a l'efficacité des agents, il y a l'efficacité des fonctionnaires, et aussi le laxisme vis-à-vis de ce qu'ils produisent comme conséquence. Et lorsque tu as écouté, enfin, lorsqu'on a écouté Bruno Le Maire, qui est passé, qui a essayé de rendre des comptes il y a quelques jours, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était la faute du gouvernement de Barnier si le déficit français avait explosé d'autant. Et en fait, il se passe la patate chaude de gouvernement en gouvernement sans jamais en prendre la responsabilité. Mais bien sûr. Et je pense que donc du coup, tu as ça, tu as ce premier problème donc, enfin, juste d'efficacité, où personne n'assume la responsabilité de cette inefficience, hein, c'est clair. Et d'ailleurs, je vais donner raison à M. Le Maire sur un point. C'est pas que de sa faute.
En fait, ça fait 20 ans qu'on est empêtré là-dedans et ça fait 20 ans qu'on continue le truc. C'est juste que ça a explosé sous lui et qu'il a participé à ça. Mais je pense qu'il n'est pas seul, hein, qu'on soit très très clair. On a déconné depuis bien longtemps. Second sujet. À mon avis, le second sujet dans l'efficience, j'ai dit tout à l'heure que c'était hyper important de continuer à rembourser les gens, d'assurer le chômage, d'assurer une sorte d'aide de l'État. Par contre, il y a quand même un énorme sujet qui sont la fraude. Aujourd'hui, les fraudes représentent énormément de dépenses inutiles. Et ça, pour le coup, c'est un vrai problème. Parce qu'on n'a pas à financer la fraude. Parce que pour que les gens soient bien soignés, bien pris en compte quand ils le méritent, ça implique que tous ceux qui fraudent ne doivent plus pouvoir le faire. Alors, je sais que les rapports varient en termes de montants, mais ce qui est sûr, c'est que les montants de fraude sont extrêmement importants. Extrêmement importants. Et qu'ils devraient être à zéro. Point. Alors oui, il faut être réaliste. Tu auras toujours des mecs qui vont essayer de frauder, c'est normal. Mais ils doivent être proches de zéro. Ils ne peuvent pas être de l'ordre de plusieurs milliards. On n'a jamais collecté autant d'argent que cette dernière année. On n'a jamais collecté autant d'argent sous Macron que sous tous les autres présidents. Et pour autant, on n'a jamais perdu autant d'argent. Il faudra quand même expliquer un jour aux Français comment c'est possible. À une époque aussi où les besoins d'investissement dans la santé, dans l'armée, dans l'éducation n'ont jamais été aussi élevés. Donc il y a une sorte de paradoxe où on Et prend regardez, énormément d'argent, on dépense énormément d'argent et on aurait besoin de dépenser beaucoup plus dans les secteurs essentiels. et je vais te donner un exemple. L'État est en train d'arrêter certaines choses. L'État est petit à petit en train d'arrêter les contrats d'alternance. Donc, on est en train d'arrêter le fait de former nos jeunes et de subventionner le fait qu'ils soient bien formés pour aller dans les entreprises. Donc, on est en train d'arrêter le fait de pousser des jeunes à travailler, pousser des jeunes à avoir un salaire pendant leurs études, c'est-à-dire consommer plus, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire des études supérieures, c'est-à-dire la possibilité, entre guillemets, je schématise vraiment, mais de devenir plus intelligent. On est en train d'arrêter tout ce qui est CI, CIR, jeune entreprise innovante. Donc, on est en train d'arrêter la subvention dans nos startups. Alors, certains disaient oui, c'est pas normal que les startups soient subventionnées et ainsi de suite. Ok, peut-être. Mais on est en train de le mettre où, du coup, cet argent? Où est-ce qu'il passe? Parce que je trouvais ça plus intéressant de faire des réductions d'impôts quand quand tu investissais dans des startups ou de faire du JEI où tu avais des charges amoindries pour pouvoir démarrer ta startup. Parce que on dit souvent oui, mais les startups sont subventionnées chez nous. Vrai. Sauf que tes charges de base, en gros, on ne fait que les remettre au niveau où elles sont dans d'autres pays. Donc en fait, ta subvention, oui, mais aux États-Unis, ils ne sont pas subventionnés. Oui. Mais aux États-Unis, quand ils payent un mec, ils ne sont pas obligés de faire x2 sur les charges. Donc il faut quand même aussi prendre du recul sur le fait que le cadeau, il est fait par rapport comment dire, à une réalité locale. Et que si tu la dézoomes, cette réalité locale, en fait, par rapport à Dubaï, bah, tu n'as pas de cadeau. Parce qu'à Dubaï, il n'y a pas besoin de faire le cadeau. Puisque la taxe de base, elle n'existe pas. Donc, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où il y a des arguments qui sont pas clairs. Et on est en train d'enlever tous ces trucs-là qui, moi, me semblaient relativement positifs. Je préfère qu'on subventionne nos startups. Pour autant, pour autant, on a toujours un trou budgétaire qui devient de plus en plus important. Et j'ai l'impression que chaque semaine, on te sort une nouvelle taxe et on découvre des nouveaux trous. Je ne sais pas si tu as vu hier, il y a un truc qui est passé, un débat avec vous allez travailler 7 heures gratuitement par an. Et en fait, ces 7 heures, vous devrez donner, alors un chiffre, je ne sais plus, 2 milliards de gains à l'État. Comment déjà en travaillant 7 heures, tu trouves 2 milliards? Alors peut-être, je n'ai pas vu le calcul. En échange de ça, tu aurais une augmentation sur les taxes de l'entreprise. Donc, en fait, c'est l'entreprise qui paye des mecs à travailler gratuitement. Enfin, la motion m'a l'air d'avoir ni queue ni tête. J'ai pas beaucoup creusé, mais ça a l'air de n'avoir aucun sens. Tout ça pour en fait refaire peser ça soit sur les entreprises, c'est-à-dire à 90% en fait sur des PME qui ont déjà pas vraiment les moyens. Faut être honnête. Et sur du temps de travail supplémentaire de gens et pas en adressant, encore une fois, tu l'as très bien dit tout à l'heure, en adressant le vrai problème qui est si on prend les dépenses, qu'on les coupe d'un tiers, je pense que ça va aller plus vite. Alors ouais, il y a des gens qui vont gueuler, mais ça va aller beaucoup plus vite. Et est-ce que nous, on n'aurait pas besoin
d'un Éric Larchevêque qui serait responsable d'un département d'efficacité étatique? Je sais. Alors, on laissera à Monsieur l'archevêque le choix de choisir s'il veut être. Éric qui nous écoute d'ailleurs, hein, on l'embrasse. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais qu'il se manifeste si c'est le cas. Oui, on lui laisse le choix de choisir ce qu'il veut faire de sa vie. Mais oui, oui, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui soit à l'efficience. Parce qu'en fait, moi, je trouve qu'on est dans une période très bizarre en France. Depuis qu'on a eu, et on en avait beaucoup parlé sur la chaîne, depuis qu'on a eu cette dissolution et donc toute cette période politique un peu étrange, depuis, je trouve qu'on n'y voit pas clair. Et encore une fois, c'est ce que disent les investisseurs étrangers, on n'y voit pas clair. On a un Barnier qui était censé venir de droite, qui mène une politique de gauche bizarre, avec dedans certains ministres qui ont envie de mener une politique de droite, mais qui du coup ont un peu de mal à le faire. Enfin, voilà. On a un ministre de l'économie qui amène des idées qui viennent d'un peu partout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de ligne claire, qu'il n'y a pas de vision. Et c'est ce que disent, pareil, les investisseurs étrangers, c'est il n'y a pas de vision, il n'y a pas de politique, il n'y a pas un cap à tenir. Ce qui la choque aux États-Unis, enfin, dans les premières semaines du Doge et tout ça, c'est qu'il y a un cap clair. Le cap, il est clair, net, précis. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est un autre sujet. Mais le cap, il est clair, net et précis. Tu ne te poses pas de questions, tu sais où ça va. Et ils y vont avec de l'énergie, en disant on va faire pam, 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 let's go, c'est demain matin. Enfin, nous, il y a tous les jours, on entend des nouveaux trucs qui vont passer. En fait, ça passe pas. En fait, c'est refusé. En fait, c'est compliqué. En fait, on n'est pas d'accord. En fait, la gauche, la droite, le machin. Ah oui, mais c'est un bordel sans nom. Je suis incapable de te dire réellement ce qui a changé depuis la prise de pouvoir de Barnier par rapport à maintenant. Qu'est-ce qui est réellement passé? Qu'est-ce qui n'est pas réellement passé? Qu'est-ce qui a été évoqué qui en fait s'est pas fait? Qu'est-ce qui était de l'ordre de la rumeur? Les questions budgétaires ont quand même vachement été évoquées. Et ça commence à être sur toutes les lèvres de tous les journalistes, de pas mal d'hommes politiques. Et surtout, on voit aussi de plus en plus, ce qui est intéressant, c'est certains hommes politiques dans certains partis, notamment historiquement de droite, qui en fait se révèlent plutôt être de gauche économiquement, avec des personnes qui vont être un peu plus timorées sur le fait de diminuer les impôts, voire des personnes de droite qui disent qu'en fait, on pourrait augmenter certaines charges pour les personnes riches. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de… Comme tu l'as dit, on est dans le flou, mais pas uniquement dans le flou gouvernemental, on est dans le flou sur la galaxie politique aujourd'hui de l'écosystème français. Il n'y a pas vraiment, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de parti. Enfin, si, pour le coup, LFI est assez clair. LFI, ok, je trouve assez clair d'un point de vue. Si on vote pour eux, on sait que 70% d'impôts, 100% d'impôts, je ne sais pas exactement combien. Bon, ça, c'est clair. Mais tu vois, par exemple, à l'extrême opposé, le Rassemblement national. Est-ce que tu pourrais me dire d'un point de vue économique, où est-ce que ça se situe réellement? Est-ce que tu pourrais… Ouais. Ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Enfin, de ce que moi je vois, je n'ai pas étudié précisément la question, mais exactement. de ce que moi je vois, ils ne sont déjà pas tout à fait d'accord entre eux. Le Rassemblement national, et ça c'est normal, entre guillemets, ayant pris de l'ampleur, ils ont dû aller chercher plus large que leurs membres, parce que c'était un parti qui avait peut-être pas assez de membres. Donc ils ont ramené des mecs qui ont des idées différentes. Ils ont ramené des mecs de droite, des LR. Sauf que les LR sont pas tout à fait alignés normalement, économiquement en parlant en tout cas, avec les idées du FN, enfin du RN, pardon. Et donc, c'est un peu un patchwork, le RN actuellement, avec une ligne qui n'est pas forcément hyper claire sur les sujets, notamment économiques. Ils sont clairs sur certains sujets, pas forcément sur ceux-là. Je suis d'accord avec toi. LFI est extrêmement clair. LFI, ils ont une ligne de conduite, et la ligne de conduite, elle est claire. Ouvrez les vannes, ouvrez les frontières. Voilà, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, c'est pas le sujet, mais leur ligne est limpide. Enfin, tu sais où tu vas avec eux. Clairement avec les autres. Et avec, alors, par contre, avec tout ce qui est central, on va dire, donc PS, Macron, LR, tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus qui est là. Chez les LR, tu ne sais même plus si c'est un seul parti, si c'est des mecs, mais enfin, c'est illisible. Et tu n'as pas de discours clair. Tu n'en as plus, quasiment plus au PS. Et chez Macron, c'est la débandade, tu sais même pas ce qui se passe. Donc, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que des gens arrivent avec des projets clairs, quitte à perdre
quitte à perdre les prochaines élections, quitte à les perdre, mais à dire, voilà ce qu'on propose. Et on ne déviera pas de cette ligne. Si vous votez pour nous, voilà le projet qu'on applique. Voilà le projet qu'on applique parce qu'il est bon pour la France. Là-dessus, encore une fois, je tire mon chapeau sur ce point-là à LFI qui te dit, si on est élu, voilà ce qu'on applique parce que c'est bon pour la France. Parce qu'on pense réellement, probablement, que c'est bon pour la France. Très bien. Au moins, je sais à quoi m'en tenir. Tous les autres, je mets le RN de côté parce qu'encore une fois, peut-être qu'ils vont finir par, choisir un cap. Mais tout le reste de l'échiquier politique va devoir faire un choix, va devoir proposer des candidats à la prochaine élection avec des idées claires. Le parti va devoir se rallier derrière eux et avancer. Sinon, ils n'ont aucune chance. Sinon, ils vont prendre une branlée. Et de l'autre côté, ils prennent le risque de perdre, mais ils prennent aussi le risque de gagner. Parce qu'ils auront proposé quelque chose de clair où les gens se diront, où la majorité des gens se dira, ok, je comprends le programme, il m'intéresse, on y va. C'est de ça dont on a besoin. C'est ça la politique. Quand tu comprends plus, que tu fais des mouvements de politique, un jour à gauche, l'autre jour à droite, et encore une fois, moi, j'aime plus le côté gauche-droite. Je crois qu'on est arrivé au bout de cette conception de la politique. Je crois, convaincu, que la conception de la politique, c'est aujourd'hui, ça doit devenir du réalisme. Qu'est-ce qui se passe? Comment on résout les problèmes? Comment on fait avancer? Et sur ce réalisme, quel est l'idéal commun de société? Ça veut dire que ce qui était avant la gauche et la droite, on te proposera probablement des idéaux de société. Je suis libertarien, je suis transhumaniste, je suis socialo-communiste, tout ce que tu veux. Tu as un idéal. Moi, ma grande bannière, c'est ça. Et pour arriver à cet idéal, le plan rationnel, c'est celui-là. Mais on ne doit plus te vendre un idéal ou un c'est gauche, c'est droite avec une vague découpage sur deux, trois idéologies et puis après des plans pas clairs. Ça, je pense que c'est fini, c'est mort, c'est enterré, c'est terminé. C'est ce que voulait Macron à la base et en fait, finalement, il a fait du pas clair avec une idéologie de Startup Nation vaguement dynamique. Et en fait, il s'est pris les pieds dans le tapis. Maintenant, il faut du pragmatisme. Et c'est ce que vient de prouver la campagne de Trump en te mettant du Musk et tout ça, en te disant voilà où on va et voilà comment on va y arriver. Et le plan semble tenir debout. Et on le voit de plus en plus sur plein d'élections hors de chez nous où les mecs votent pour du pragmatisme. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec les idées, ils votent pour un pragmatisme clair, net et précis. Et ça, c'est hyper important. Alors, le Dodge, est-ce que c'est The Next Big Shit ou pas? Oui. Pas de. Je fais toujours des. En règle générale, je mets toujours des oui, mais, non, oui. Qu'il se plante ou pas, c'est pas le sujet. Oui, c'est The Next Big Shit. Pour moi. Ben écoutez, ça va être la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous, ça nous permet de savoir si l'épisode vous a plu ou pas. Et puis à la prochaine. À la prochaine.